Bien, alors maintenant, si nous dépassons cette étape, l'étape suivante, c'est que maintenant la justice, entre guillemets, doit faire son travail. Joseph est à la tête de l'État, mais on se rend compte que tous les Kabila n'ont pas les mêmes privilèges. C'est-à-dire que vous reprochez à Joseph de ne s'occuper que de ceux qui sont issus de la même maman que lui. Ça, on n'a pas d'en tenir rigueur. Il a le libre choix de vivre avec qui il veut. Mais la famille Kabila a ses droits. Laurent Désiré Kabila est mort en exercice de ses fonctions. Là, il n'y a pas à négocier. Hein? Il n'y a pas... Oui, alors vous disiez... Et bon, Joseph a pris le pouvoir. Bon, il a le libre choix d'exercer son pouvoir comme il veut. Il peut vivre avec qui il veut. Alors là, on n'a pas à lui en tenir rigueur. Mais la famille Kabila n'a pas à négocier ses droits. Laurent Désiré Kabila est mort en exercice de ses fonctions. Donc ça, la famille de Laurent Désiré Kabila doit être dédommagée par l'État congolais. Et puis, lui était le premier à crier tout haut que Laurent Désiré Kabila était héros national. Donc la famille du héros national doit être prise en charge par le gouvernement. Là, il n'y a pas à négocier. Mais pour ce qui est de l'assassinat de Kabila, nous, de la famille Kabila, nous avons le plein droit de porter plainte contre qui que ce soit. Tout celui que nous trouvons suspect dans l'assassinat de notre père. Cela nous revient de droit. Il ne peut pas nous mettre le bateau dans les roues, il ne peut pas nous barricader, il ne peut pas nous intimider, des arrestations, ceci, cela. Non, ça c'est un droit le plus strict, inaliénable. S'il était vraiment le fils de Kabila, moi je crois que cela ne serait même pas un problème dans la famille. Il ne s'y opposerait même pas à ma démarche. Puisque nous étions à l'hôtel Okapi, lors du deuil familial, c'était moi qui avais donné l'idée que nous puissions faire une déclaration commune pour condamner l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et lui a appelé nos parents, je ne vais pas citer les noms ici puisque la répression chez nous, vous savez ce que ça fait. Il a appelé certains de nos parents pour les intimider et leur dire voilà, occupez-vous des problèmes de la famille, il ne faut pas vous occuper de la politique, celui qui oserait s'occuper de la politique, je vais l'arrêter. Moi j'ai appris ça, je n'étais pas content, moi j'ai dit moi je n'ai pas à avoir peur, moi je suis d'origine rebelle. Mon père a fait plus de 30 ans en rébellion, je suis né dans un cas de réfugié, je n'ai pas à avoir peur. C'est comme ça que l'idée m'était venue de pousser jusqu'au fond pour connaître la vérité sur l'assassinat de mon père. Oui, mais quelque part, Joseph Kabila dit qu'il ne vous connaît pas. C'est marrant s'il dit qu'il ne me connaît pas, mais moi je le connais. Si Joseph ne me connaît pas, moi je le connais parfaitement bien. J'ai toutes les informations du pays, on me dit que les journaux ont écrit, voilà où il était du vivant de Laurent. Les gens oublient que Laurent Désiré Kabila est venu au pays pour mettre fin sur les règnes des intouchables, sur le trafic d'influence. Kabila a mis fin à tout cela. Alors nous, ces enfants, nous devrions servir de modèle. Nous étions connus dans les milieux où nous vivions. Moi, j'étais coordonnateur, chargé de renseignement à la présidence, puisque j'étais dans les cabinets de l'ambassadeur itinéraire. Et j'étais bien connu dans les milieux que je vivais. Et puis ma fonction, je ne pouvais pas paraître. Et si on dit que où il était du vivant de Laurent, et tous ses enfants, c'est plus de 20 enfants de Kabila, où ils étaient? Ils étaient à Kinshasa, à Lubumbashi, ils vivaient comme tous les autres. Nous n'étions pas obligés de trafiquer de l'info pour qu'on soit connus. Et même sa soi-disant mère, Sifama Agna, où elle était? Vous, les hommes de la presse, vous avez demandé ça à Kabila. Chef de l'État, présentez-nous la première dame. Quelle avait été la réponse de Laurent Désiré Kabila? Et oui, si la mienne est la première et la vôtre est la 4e. Voilà. La réponse que vous avez donnée à ses confrères. Bien, alors nous continuons. C'est moi qui pose des questions, Etienne. Ok. Bien, alors nous continuons. C'est vrai que vous avez eu tout un tas de raisons qui motivent votre démarche. C'est donc fort de tout cela que vous avez décidé de faire d'abord un premier point de presse à Kinshasa. Oui, je savais que la manipulation pouvait se faire, c'est pourquoi j'avais tenu à tout prix de tenir d'abord un point de presse à Kinshasa. J'ai fait mon premier point de presse à Kinshasa, c'était le 15 janvier, donc un jour avant la première anniversaire de la mort de mon père. Et après 3 mois, qu'on a osé de me contredire. J'ai fait ça à Kinshasa, au vu et au su de tout le monde, toute la famille est là. Je n'ai vu aucune personne oser lever le ton, dire voilà, il n'est pas Kabila, d'où il vient. Bon, tout le monde était là, toute la grande famille Kabila était là pour
la circonstance de deuil. Tout le monde était présent à Kinshasa. J'ai tenu ce premier point de presse, c'était pour prouver à la face du monde que j'étais fils de Kabila biologique. J'ai tenu ce point de presse à Kinshasa et puis par après j'ai fait l'objet des menaces de mort. Au lieu de chercher à m'arrêter au grand jour, j'ai vu les jeunes gens, les militaires de Joseph tenter de m'enlever pour me faire disparaître. C'est comme ça que j'avais jugé bon de quitter les pays pour que je puisse mieux m'exprimer à l'extérieur. Voilà tout. Alors, vous avez tenté de quitter le pays. C'est le thème qui m'explique. Alors maintenant, une question aussi que tout le monde se pose. Étienne, comment avez-vous réussi à quitter ce pays-là? J'ai quitté le pays, bien sûr que je ne pouvais plus me munir de mon passeport avec le label Kabila. J'ai été aidé par les amis de mon père, ceux qui me connaissaient du vivant de mon père, après le point de presse, parce que j'ai paraissé partout. Les gens me voyaient, les amis de Kabila me disaient, on ne pouvait pas te laisser comme ça à la merci de Joseph, sinon Joseph, il va te tuer sans faute, il va te tuer avec ce que tu as fait, tu as tenu comme point de presse. Mais tu as raison de le faire. Nous ne pouvons pas te laisser à la merci de Joseph, nous allons t'aider à quitter le pays. C'est comme ça que j'ai obtenu un passeport avec une autre identité. Donc, non, vous avez traversé de Kinshasa à Brazzaville, vous avez traversé par la pirogue. Vous êtes échappé du côté de Maluku. Oui, bien sûr que je vous ai dit que j'ai marché sur les eaux. Oui, je comprends. Bon, ça n'a jamais coulé. Alors, c'était en plein dialogue intercongolais. Non, c'était juste, je crois, si je ne m'abuse, à deux ou trois jours du début de la tenue du dialogue intercongolais. Ah, c'était peu avant l'ouverture. Voilà. Okay. Donc il était prévu à ce que je puisse tenir mon point de presse à San City le jour de l'ouverture du dialogue intercongolais. Donc c'était ça la planification. C'était ça la planification. Alors dites-moi, cette planification-là était le fruit de qui? De vous ou de ceux qui vous ont amené? Bon, de ceux qui m'ont amené, puisque moi j'étais né aller en Occident, où s'est fait la politique, pour que je puisse quand même m'exprimer. Mais ceux qui m'ont amené ont jugé bon que je puisse aller à San City, puisque tous les journalistes et puis tous les yeux des Congolais étaient braqués sur San City. Ils ont trouvé que c'était les milieux les mieux propices pour me permettre de m'exprimer. Bon, alors, c'était les milieux les mieux propices pour me permettre de m'exprimer. Bon, alors finalement, le point de presse ne se tient plus au début. Il va se tenir vers la fin du dialogue intercongolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a J'avoue que c'est le petit mine, c'est le San City de Johannesburg. Hein. Voilà. Alors, bon, il y avait tergiversation de la part de ceux qui m'ont amené. Je n'ai pas compris, ils tergiversaient, ils disaient, voilà, ce sera demain, ce sera dans une semaine, voyons voir. En fin de compte, ils sont venus me dire, voilà, maintenant Joseph est devenu beaucoup plus fort. Il sera reconduit comme président de la République, n'ose plus tenir ton point de presse. Maintenant, c'est le moment de négocier avec ton frère Joseph. Mais moi, j'ai une idéal. Moi, je leur ai dit non, moi, je ne suis pas venu ici pour... Alors, excusez, Étienne, que j'insiste un peu là-dessus. D'abord, dans les hôtels, vous êtes sponsorisé par ceux qui vous ont amené. Tout à fait. C'est-à-dire par la dame chinoise Tout à fait. Et M. Kazadi. Tout à fait. Et puis après, on vous dit de ne pas tenir le point de presse. Le point de presse. Qui vous dit ça? De quelle bouche avez-vous eu cette instruction? C'est de la part de M. Edo Kasongo et de la dame chinoise sont venus dans ma chambre, ils m'ont dit voilà, oui les deux, qui sont venus me dire voilà, il ne faut plus tenir le point de presse. Nous avons été avec les amis à ton père, puis qui nous dit... Pourquoi vous ne citez pas les amis à votre père? Puisque, vous savez, chez nous, il y a la dictature. La dictature, il y a la répression. Oui, on risquerait de... Kazadi là dedans, et en dehors de lui, il y a quelqu'un d'autre aussi? Oui, bien sûr que si je suis l'un de Kazadi, c'est puisque j'ai finalement compris que les autres voulaient marchander avec mon nom. M'amenant en Afrique du Sud, ils sont entrés en contact avec les hommes de l'opposition. En fin de compte, ils viennent me dire, voilà, ne tiens plus ton point de presse, puisque Joseph devient très fort. Moi, je me dis, non, moi, j'ai quand même mon idéal. Moi, je n'ai pas besoin... Et alors, à ce moment-là, qu'on vous demande de ne plus tenir le point de presse, il y a une enveloppe qui accompagne cette phrase-là. Non, on me dit de ne plus tenir le point de presse. On me dit, si je tenais le point de presse,
je ne serai plus pris en charge par eux. C'est ce qu'il y avait eu.